Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Le sommet du G20 2018 vient de s'achever en Argentine. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons analyser le résultat de ce sommet et tout particulièrement la rencontre très attendue entre les présidents chinois et américains. Quelles sont les propositions avancées par la Chine sur la gouvernance mondiale et comment la Chine et l'Afrique peuvent-ils travailler ensemble dans le cadre du G20 pour un ordre mondial plus équitable? Avant de commencer notre discussion, je vous propose de regarder ce reportage. Le 13e sommet des dirigeants du G20 s'est terminé avec une déclaration commune à Buenos Aires, la capitale argentine. Les membres sont parvenus à un consensus pour conserver une croissance économique forte, tout en améliorant un ordre international fondé sur des règles. Le président chinois Xi Jinping a demandé aux autres membres du G20 de rester fidèles au commerce multilatéral, de poursuivre un développement commun, de renforcer les partenariats et de devenir plus innovants et plus inclusifs. Il a rappelé aux dirigeants du G20 l'existence de risques croissants dans l'économie internationale, avant de rappeler les efforts de la Chine pour mieux protéger les droits de propriété intellectuelle, pour augmenter ses importations et faire avancer son programme de réforme et d'ouverture. Le président chinois Xi Jinping a rencontré le 1er novembre son homologue américain Donald Trump pour un dîner de travail en marge du sommet du G20 à Buenos Aires. La rencontre a duré plus de 2 heures. Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur les relations commerciales bilatérales ainsi que d'autres questions d'intérêt commun. Les résultats étaient positifs. Xi et Trump ont convenu de cesser d'imposer des droits de douane supplémentaires à compter du 1er janvier 2019. Beijing et Washington vont renforcer leurs négociations en vue d'éliminer tous les droits de douane supplémentaires. Merci de nous retrouver. Nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau M. Xu Keping. Vous êtes professeur à l'Université de communication de Chine, vous êtes politologue. Et M. Lotfi Mekdam, vous êtes expert algérien pour Radio Chine International. Bienvenue sur notre plateau. Alors, tout d'abord, comment analysez-vous les résultats du sommet du G20 de cette année? Si on résume un peu rapidement, je pense que c'est d'abord un moment critique, vu par exemple l'attitude américaine, son positionnement sur pas mal de dossiers, surtout, disons, le choix de Trump, c'est une série de retraitements. Donc c'est le moment critique. Et deuxième, je pense que objectivement, on peut dire le résultat, je dirais, limité, mais tout de même, ça reste important parce que ça évite, disons, le statu quo, ça évite, disons, un reculement total. Cela dit, moi je pense qu'il y a pas mal de choses encore à faire à ce moment-là. Et comment voyez-vous le consensus à la fin que les pays ont réussi à achever? Oui, je pense que vers la fin, surtout après la réunion présidente Xi et Trump, elle a donné encore de l'espoir à l'économie mondiale. Parce que dans le communiqué final, on a vu qu'il s'agissait là d'un accord commun, peut-être de essayer de revoir la nature de ce qu'on appelle l'OMC. Parce que là, il y a une convergence pour dire l'OMC aujourd'hui, elle ne marche pas comme on veut, mais il faut essayer de revoir les règles. D'un autre côté, il a dit il y a le recul, même si on n'a pas utilisé dans le communiqué final, ils n'ont pas utilisé le protectionnisme, mais ça a été en sorte que l'économie, le libre-échange et le commerce libre et juste a permis à l'économie mondiale, surtout après la crise de 2008, de se régénérer et de donner des résultats positifs. Et je pense que même si le sommet n'est pas arrivé à faire une déclaration claire contre les politiques de protectionnisme, et aussi il s'agit là de droits de douane et de barrières commerciales, il y a eu un consensus minimum et c'est positif pour l'économie. Ça va donner, pour le futur, ça va donner ce qu'on appelle cette note d'espoir pour essayer de revoir, surtout que le bloc Europe
l'Union européenne avec la Chine, avec même le président de la séance qui était le président argentin, Macari. Ils ont dit qu'aujourd'hui, on a un fardeau. Peut-être qu'on n'a pas tous la même finalité, mais on regarde vers la même direction, c'est de garder le cap pour le libre-échange, pour un commerce ouvert. En plus, le président Xi Jinping qui a dit la Chine, ça fait 40 ans qu'elle fait cette politique d'ouverture et là, elle va commencer une nouvelle étape pour mieux s'ouvrir avec de nouvelles facilités pour les partenaires commerciaux et économiques. On a vu que quand même, il y a, parmi les 20 membres, la situation de chaque pays est très différente. Et quelles sont les propositions qui vous paraissent les plus intéressantes? Et puis je reviens d'abord sur la question première. Je pense d'une part, c'est la réaffirmation de certains principes. C'est à partir de ça, on va construire un consensus. Dans ce cas-là, et deuxièmement, c'est-à-dire malgré l'attitude de certains pays, finalement on est tombé d'accord au moins sur le principe que la gouvernance mondiale doit exécuter, doit s'avancer sur la base du multilatérisme. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et enfin, le troisième, même ça reste encore longtemps à commencer à faire bouger, c'est la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Même si, par exemple, on sait que certains moments, certains ont dit, bon, ça ne sert à rien, il faut retirer, il faut retirer. Et dans ce cas-là, oui, on voit que finalement, cette organisation si importante dans le domaine, notamment sur le principe, mais aussi sur la résolution de différends. Et on a cette fois-ci clairement indiqué, il faut réformer. Finalement, on a vu que c'est peut-être certaines choses ont été réaffirmées, donc les gens ont plus de confiance vers l'avenir. Vous avez mentionné tout à l'heure le discours du président chinois Xi Jinping, et en fait la Chine a avancé 4 points. En fait, pour la Chine, le groupe G20 doit guider l'économie mondiale de façon responsable, à rester fidèle à l'ouverture et à la coopération, à jouer un rôle politique majeur pour créer des conditions favorables au commerce international. Et à la fin, il faut aussi tenir compte de la lutte contre le changement climatique. Donc, quelles sont vos analyses sur les 4 points avancés par la Chine? Je pense que les 4 points, il faut revenir à 2016, quand la Chine a arbitré le même groupe G20. Et les 4 points du président Xi Jinping, ça vient de cet esprit-là. Mais aussi, il faut revoir que depuis que Xi Jinping est arrivé, c'est la seule force économique mondiale qui a su, en un laps de temps, de poser 2 grandes initiatives. Parce que là, on parle d'économie qui souffre depuis 2008, même c'est après, il y a eu des choses positives de part et d'autre, mais l'économie mondiale et le commerce mondial aujourd'hui, il est très figé. On voit que par rapport à la Banque mondiale qui a revu à la baisse aussi le taux de croissance mondial, et quelques jours, et ça a été quelques jours avant l'ouverture du G20. Donc je disais que ces 4 points, ça vient de l'expérience chinoise. Et ça vient de ce qu'on peut dire, moi je suis certain qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de l'expérience chinoise. Parce que là on parle de 40 ans d'ouverture, de cette politique qui a permis à la Chine de devenir le 2e acteur économique mondial, avec un taux de croissance qui restait dans les annales. Aujourd'hui la Chine, elle réfléchit encore en utilisant peut-être d'autres voies pour le développement, mais aussi en même temps, la Chine, elle tient compte de l'environnement, parce qu'il y a aussi un consensus qui a été fait pour revenir à ce qu'on appelle la COP 21 ou l'accord de climat de Paris. Donc la Chine, elle est soucieuse à partager les bienfaits du développement, du commerce libre, de libre-échange avec tous les pays, tous les partenaires. Et c'est de là où on revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le G20, c'est 20 pays, mais derrière le G20, c'est pas juste 20 pays, c'est le monde entier qui attend ces politiques, parce que ces 20 pays, ils représentent 85% de l'économie mondiale.
Donc c'est les acteurs majeurs de l'économie mondiale. Mais on pense qu'avec les 4 points que le président Xi Jinping a mis dans son discours, que la Chine est restée fidèle à ses décisions, elle est restée fidèle à sa ligne politique et sa ligne économique, celle du partage, du gagnant-gagnant, du développement qui concerne les pays, parce que chaque pays a sa propre voie pour le développement. Et on ne peut pas faire ça si on n'ouvre pas nos frontières, si on n'ouvre pas nos portes. Et le président chinois, à chaque fois, il le dit, la Chine a ouvert ses portes, mais aujourd'hui, ses portes sont grandes ouvertes pour une nouvelle étape et une ère nouvelle pour le partage de gains et pour le développement, parce qu'il s'agit de l'économie mondiale. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de mon ami. Je vais ajouter par exemple sur 2 points, c'est que traditionnellement, on dit qu'il y a 3 moteurs de l'économie mondiale, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est. Et aujourd'hui, on voit que le poids de l'Asie de l'Est, y compris la Chine, se monte de plus en plus. Quand on voit par exemple le taux de contribution pour l'économie mondiale, la Chine, elle seule, représente plus de 30-35%. C'est important. Dans ce cas-là, si on voit l'expérience, trajectoire des autres pays puissances dans le monde classique, souvent ça conduit à l'hégémonie, à la domination, etc., etc. Alors cette fois-ci, depuis des années, par exemple, depuis l'initiative que Xi Jinping a lancée à Istanbul, ce qu'on a vu, c'est la logique gagnant, partagé, destin commun. C'est différent que, je dirais, le choix historique de certaines puissances dans le passé. Ça, c'est le plus important. On sait par exemple la foire d'importation à Shanghai, etc. Mais d'autres, deuxième point, je pense aussi important, c'est qu'aujourd'hui, l'économie est de plus en plus indissociable avec l'environnement, disons avec les aspects sociaux. Dans ce cas-là, maintenant, on ne parle pas seulement comme calculateur, comme économiste, on pense aussi responsabilité sociale. Dans ce cas-là, y compris les dossiers, je dirais, de changement climatique. Alors, à part de ce dossier changement climatique qui est très, très important, il y a une autre chose qui a tiré l'attention mondiale même avant le sommet, c'est la rencontre prévue entre le président chinois et le président américain. On voit que toutes les bourses du monde entier attendent de cette rencontre, et vous avez évoqué tout à l'heure la revue à la baisse de la croissance mondiale. Donc avant le sommet, il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes, et on a vu qu'ils sont finalement rencontrés. Comment faut-il interpréter finalement cette rencontre? Un peu partout, tout le monde attend, souhaite, avec un sentiment d'incertitude sur la rencontre Xi Jinping et Trump. Et moi aussi. Je pense maintenant, on a vu par exemple, vous mentionnez la déclaration du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères, M. Wang Yi, mais aussi, j'ai vu aussi le bulletin d'information du département américain sur la rencontre. Et enfin, on a besoin aussi d'analyses plutôt indépendantes, autonomes pour voir. Moi, je pense que dans un cadre multilatéral, il y a une rencontre bilatérale qui devient le plus point chaud, attentionné, que tout le monde a regardé. Finalement, si je me dis, moi, c'est un résultat, je dirais, encore fragile. C'est un compromis nécessaire, mais pas totalement certain. Donc, si vous allez, par exemple, en anglais, on dit go and see. Alors, en français, il faut aussi voir ce qui va suivre. Parce que l'année dernière, on se souvient, pas très longtemps, il y a l'accord. Il y a rencontre à Pékin, à Washington. Il y a aussi la visite de chefs d'État, les 2 pays mutuellement. Il s'agit d'une série de l'accords signés et après, on le sait, par exemple, le changement brutal d'un côté de l'Atlantique. Et cette fois-ci, moi, je pense, oui, c'est bien que les 2 pays ont fait certains gestes pour éviter le pire, c'est-à-dire une guerre totale du commerce. Cela dit, on attend, est-ce que finalement, chaque partie tiendra ses engagements, ses promesses. Au moins, la chute brutale de la bourse ont été évitées. Et bien sûr, par exemple, pour le milieu économique, tout le monde sait, bon, si par exemple, une augmentation brutale, illogique, de 10% à 20%, ce pire a été évité.
Mais on sait que, par exemple, si on voit le bulletin américain, il y a certaines préconditions. De notre côté, on doit aussi défendre nos positions. Ce n'est pas si facile de, je dirais, de juger, de faire une conclusion. Si à la légère, tout va résolu. Non, ça reste encore fragile. Ça aboutit à un bon début. J'espère que finalement, c'est-à-dire la rationalité, la logique et une certaine visionnalité mènerait, disons, les deux pays à faire mieux s'entendre pour éviter une guerre totale. Quelle est votre analyse? Oui, sur ce point-là, c'est très difficile. C'est vrai que la rencontre était le point culminant du G20. C'était le G20, parce que c'était le dernier soir du G20, et d'ailleurs même le communiqué final. Vous savez, le président argentin, quand il a parlé du communiqué final, il a demandé un communiqué à 3 pages. Et au final, comme l'Union européenne et les équipes de l'Union européenne, les équipes chinoises et les équipes américaines pour essayer de trouver le consensus, ils ont arrivé à 6 pages. Donc pour vous dire qu'en langue de diplomatie, on a utilisé beaucoup de mots. Et je vous ai dit tout à l'heure, on a enlevé le mot par exemple protectionnisme. On a enlevé le mot par exemple bilatéral. Maintenant le multilatéralisme, d'ailleurs même le président français l'a ajouté dans son discours pour dire les bienfaits de l'ouverture et de la coopération multilatérale. Donc c'est très difficile, mais c'est vrai que la rencontre président Xi, président Trump a donné un peu de réconfort au marché boursier d'abord, mais aussi parce que les décisions qui découlent de ça, c'est 90 jours, on va pas faire enlever les droits de douane de 10 à 25% sur 200 milliards. En plus de ça, la Chine, dans un geste d'ouverture et d'esprit, comme il a dit, de la foire de Shanghai sur les importations, elle a accepté d'importer des produits de qualité, mais le produit dont le consommateur chinois aura besoin. Des produits agricoles, voilà, des produits agricoles. Mais pour moi, les discussions vont tarder dans le temps parce que les équipes, ils commencent. Mais il a dit, et moi j'aimerais bien rappeler une chose, qu'avec l'administration Trump, il faut le dire, c'est quelqu'un dont on ne peut pas se fier à 100%. C'est quelqu'un, et c'est ça le drame maintenant. Pour moi, c'est la plus grande difficulté, c'est comment travailler avec l'administration Trump qui change d'avis toutes les semaines. C'est-à-dire, on voit sur le plan international, même sur sa rencontre avec Poutine qui a été annulée au dernier moment. Donc on voit que là c'est une administration, peut-être, c'est ce qui le diffère peut-être des autres chefs d'administration américaine, mais lui c'est quelqu'un qui n'est pas... il n'est pas classique. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il peut revenir sur une décision comme une autre sur un coup de tête. Et c'est ça que l'Europe a compris. Moi, je rappelle que la visite du président Xi Jinping en Espagne et même la déclaration de la chancelière allemande ou de Macron, il y a une voix qui se lève maintenant qui dit il faut rester dans l'ouverture. Il faut revoir l'administration américaine, elle ne décide pas seule, c'est vrai, c'est la première économie mondiale, mais derrière, il y a le APIC, il y a l'Asie du Sud, il y a l'Union européenne, il y a la Chine, il y a toutes ces forces économiques émergentes qui peuvent donner du là. Mais il y a une chose est sûre, que maintenant, même s'il y a une fragilité, il l'a bien expliqué, même s'il y a la fragilité de l'accord, c'est un accord qui tient, c'est-à-dire c'est un accord qui vient apporter un peu de réconfort au marché et attendre pour voir parce qu'ils disent que les équipes travaillent encore à élaborer un texte final qu'ils vont soumettre au chef d'État. Mais il y a une chose qui est sur le plan humain qui est très intéressante et le président Trump, il trouve toujours un réel plaisir de rencontrer le président Xi. Et ça, je pense, pour moi, ça va être toujours une porte d'ouverture pour trouver des solutions. Parce que quand il s'agit de leaders, c'est pas le même discours des équipes. Parce qu'on sait que les équipes économiques, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de réglementation, il y a beaucoup de pression. Mais quand il y a les deux chefs d'État, je pense qu'ils peuvent soulager toute cette pression. Ça, c'est un point positif aussi.
Et en fait, le président chinois Xi Jinping, à part le G20, il a aussi effectué plusieurs visites d'État en Europe et en Amérique latine. Donc quel bilan tirez-vous de ces visites? Oui, le bilan est positif et tout ça, c'est dans la dynamique. D'ailleurs, je commence par l'Espagne, où l'Espagne et la Chine ont réaffirmé leur adhésion à une économie ouverte, à un partage de gains, à la construction de la ceinture et de la route, de ce grand projet économique et aussi de ce qu'on pourra appeler l'investissement ou le développement dans un pays tiers. Et d'ailleurs, l'Espagne, il y a même les échanges, parce qu'on parle peut-être beaucoup d'économie, mais on oublie l'aspect culturel et l'aspect sociétal et humain. Maintenant, l'espagnol, il est dans les lycées chinois depuis cette année, l'année passée. La prochaine année, même les Espagnols vont essayer de faire réintégrer intégrer le chinois dans le cursus des lycées et des écoles moyennes en Espagne, et tout ça c'est un acquis. Après, il y a le voyage au Panama, c'est du président Xi, le Panama qui a bénéficié d'une collaboration étroite et des investissements de la Chine ces dernières années. Tout ça, je pense, c'est très positif, parce qu'on voit qu'avec la Chine et le président Xi, il y a beaucoup de choses nouvelles, il y a des choses qui arrivent, qu'on essaye d'apporter. Chacun essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, mais aussi la Chine, en tant que deuxième puissance économique, elle tient haut son rôle et elle tient ses promesses. Pensez-vous qu'une réforme réussite de l'OMC va amener à baisser les tensions commerciales, à abaisser le risque de l'escalade de tensions commerciales entre les pays membres? Historiquement, c'était toujours le choix souverainiste absolu. C'est-à-dire, s'il y a de jugement de la part, disons, de l'OMC, si ça me convient, j'obéis, j'exécute et je demande l'autre adversaire ou accusé de faire le même. Et si par exemple le jugement ne me convient pas, moi je dis, moi je suis un souverainiste, je ne suis pas. La question c'est ça. Aujourd'hui, c'est de comment renforcer la capacité, l'autorité, disons, de litige sur les différents de jugement. On sait que par exemple, dans l'OMC, qui sont les plus grands accusateurs? C'est l'Europe et l'Amérique, les États-Unis. Les deux, ça constitue plus de moitié, disons, des procès, des dossiers. Aujourd'hui, vraiment, il faut non seulement renforcer la capacité de jugement, de traité, d'arbitrage, mais c'est surtout autorité de suivre, d'exécuter l'arbitrage. Pour moi, ça c'est important, très important. Alors, on a vu que lors du sommet de Hangzhou en 2016, quand la Chine a exercé la présidence du G20, la Chine a inclus pour la première fois dans l'agenda du G20 le soutien à l'industrialisation des pays africains et des pays les moins développés. Alors, que pensez-vous de l'impact de cette initiative sur le développement de l'Afrique? Écoutez, l'histoire, le développement de l'Afrique et les relations sino-africaines, ça date pas de Hangzhou. La Chine, c'est le seul pays, le seul partenaire fiable que l'Afrique a jusqu'à aujourd'hui. C'est un partenaire qui n'a pas de regard, il faut revenir, colonial. Il n'a jamais été une force coloniale. Au contraire, il était dans la dynamique d'aide aux pays africains pour gagner leur indépendance. L'Afrique, c'est l'avenir de l'humanité. Sur le plan économique, c'est le pays, il est sous-développé à 100%, il y a beaucoup de choses. Il y a 1,2 milliard de personnes, et ça va représenter la force, ça va représenter un marché dans 30-20 ans. 30-20 ans, ça sera, c'est là où il faut y être, pour construire, pour bâtir, pour investir. Il y a beaucoup de jeunes, vous savez, les pays africains, la moyenne d'âge, pas la moyenne d'âge, ils représentent ce qu'on appelle la pyramide démographique, plus de 85% de moins de 25 ans. Là, on parle avec une société très jeune, et donc il y a beaucoup d'opportunités, mais aussi la Chine ne peut pas aider les pays africains s'ils ne se prennent pas en charge. S'ils ne se prennent pas en charge sur le plan des politiques d'abord.
des politiques de développement, des politiques d'ouverture. C'est tout ça. Mais je pense que maintenant, il y a des pays qui sortent de l'eau comme l'Allemagne de la chancelière Merkel, comme l'Espagne, comme des pays européens qui veulent vraiment aller investir en Afrique et aider les pays africains à sortir de leurs problèmes de développement. Mais je pense que la Chine reste le partenaire le plus fiable pour les pays africains. Et on regarde la dernière réunion après Hangzhou, il y a eu le FOCAC ici en Chine, et on a vu les programmes et le croisement entre la ceinture et la route et le plan de développement de l'Afrique 2063. Et en plus de ça, les 60 milliards de dollars dont le président Xi Jinping a parlé à Johannesburg, et après il a réaffirmé que l'ouverture d'une banque de développement à hauteur de 14 milliards, elle était au départ 5 milliards, maintenant ils ont revu ça à la hausse. Il y a des choses qui se font, mais aussi c'est aux pays africains de se prendre en charge en traçant leur voie du développement avec des politiques claires, avec des systèmes de gestion. Mais je pense aussi il y a beaucoup de choses à parler dans ce domaine parce que c'est la gestion. Peut-être aussi, c'est les Africains, ils peuvent apprendre beaucoup de la Chine en matière de développement. Pour le sommet G20 à Hangzhou, en profitant de sa position comme État de présidence, la Chine peut faire venir aussi le chef d'État africain représentatif dans le continent. Et si on comparait aux autres sommets, les autres pays ont fait beaucoup moins. Il faut penser que finalement, c'est qu'entre la Chine et l'Afrique, il y a aussi un parallèle qui s'appelle sommet sino-africain. Et deuxièmement, si on voit, disons, depuis 20 ans, cette relation d'exemplarité de relations sino-africaines, c'est que la Chine, notamment, a vraiment modifié auparavant un jugement assez négatif sur l'Afrique. On s'appelle afro-pessimisme. Et c'est bien sûr, c'est l'investissement de la Chine, notamment en infrastructure, qui a fait changer, bouger l'Afrique. Et aujourd'hui, pas seulement les anciens pays, disons, coloniaux, comme la France, l'Allemagne, mais aussi, si on voit par exemple le Japon, la Corée du Sud, la Turquie et l'Inde aussi, ont renforcé beaucoup l'engagement, l'investissement, coopération, etc., sur le continent africain. Dans ce cas-là, oui, la Chine a joué un rôle d'exemple, disons, un rôle de pionnier. Mais quel est le rôle de l'Afrique selon vous dans le G20? Pour le sommet du G20 en Argentine, il n'y avait pas de président africain, sauf le président sud-africain. C'est ça aussi, parce que aussi peut-être l'actualité mondiale et l'Argentine, elle est dans un autre esprit que celui de la Chine. Et c'est là on voit la différence des orientations. En Allemagne aussi, il n'y avait pas aussi de représentants. S'il y a des partenaires africains, ça va donner du punch, comme on dit. Mais vous savez, les pays africains, il ne faut pas les sous-estimer. Vous savez, des pays comme l'Éthiopie, comme le Kenya, comme la Côte d'Ivoire, comme le Libéria, c'est des pays qui étaient en crise, mais que leur taux de... Vous savez, ces pays africains eux seuls, ils ont enregistré les derniers 10 ans 9% de croissance. Ça, c'est très... Il n'y a même pas... Le Rwanda, notamment le Rwanda, la visite. Ils ont enregistré des taux de croissance qui dépassent la norme mondiale. Donc, il y a vraiment une dynamique à l'intérieur de ces économies-là, mais il faut juste voir comment on peut faire des croisements entre les politiques de développement local, national et international. Et c'est ce que fait la ceinture et la route. Donc finalement, il y a un objectif commun entre la Chine et l'Afrique, c'est augmenter la présence des pays africains au sein du G20 pour un ordre mondial plus équitable. C'est au moins de forum décisionnel de l'économie et la gouvernance mondiale. Alors je vous remercie à tous les deux d'avoir partagé vos analyses avec nos téléspectateurs. Le temps est très limité. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.